Bonsoir docteur, comment allez-vous? Oui, ça va. Et vous? Oui, ça va très bien. Et la famille? Oui, tout le monde se porte bien. Ah, Dieu merci. Et donc, je vais vous annoncer de ce pas, chers auditeurs et chères auditrices, D'accord. vous avez affaire à monsieur le docteur, qui est aussi professeur à l'université de Krogo, et il est aussi avocat au barreau de Paris. Et il nous a fait l'immense plaisir de nous parler des rentes viagères. Et il va aujourd'hui nous donner un cours magistral qui va nous permettre de comprendre beaucoup de choses sur les rentes viagères. Et je crois ici que c'est nous qui avions demandé plus de détails. Et je vous dis que c'est le détail vivant qui est là aujourd'hui. Et quand je dis aux uns aux autres de se méfier, que toutes les émissions ne se valent pas, voyez-vous que ce sera l'une des premières émissions où les Ivoiriens ont pu inviter un docteur en sciences juridiques et un docteur, un avocat du barreau de Paris qui va aujourd'hui nous entretenir. Docteur, c'est vraiment un énorme plaisir pour nous de vous avoir ce soir. Oui. Et Le plaisir est partagé. il n'y a pas de problème. Et de ce pas, je vais vous laisser la parole. D'accord. Il n'y a pas de problème. Bon, écoutez, monsieur l'éclaireur, chers auditeurs, nous avons été invités pour parler, j'ai été invité pour parler des rentes viagères. C'est un sujet d'actualité très important par rapport au dernier événement concernant Amadou Koulibaly. Donc, par rapport à cette situation, nous avons creusé la loi et l'application des rentes viagères et nous sommes rendus, nous avons des soupçons de l'argent public, l'argent du contribuable était versé aux anciens serviteurs de l'État. Mais par rapport à l'événement du cas Mamadou Koulibaly, nous avons fouillé, comme je le disais tantôt, et nous avons compris que ça va au-delà même de ce que nous avons pensé par le passé. C'est d'une ampleur vraiment inégalée. Et les montants qui sont distribués en guise de rente viagère sont, pour notre part, exorbitants pour un pays comme la Côte d'Ivoire, un pays en voie de développement, où le salaire minimum garanti n'est que 60 000 francs et le revenu moyen 107 000 francs. Nous ne sommes pas contre les rentes viagères. C'est tout à fait normal que, après avoir servi la République, que ces personnalités-là vivent décemment. Il faudrait qu'on leur accorde le minimum pour qu'ils puissent vivre décemment. Mais ce que nous reprochons à cette loi, c'est que cette loi est extrêmement généreuse vis-à-vis de ces personnalités-là. Donc, c'est ce que nous dénonçons. Et nos interventions ont pour but d'amener les pouvoirs publics à faire une réforme de cette loi, non pas pour supprimer les rentes viagères, les amener les montants à des proportions vraiment acceptables. Voilà. Donc, vers la fin de l'émission, moi je vais émettre une idée, une proposition allant dans ce sens-là. Bon. Pour commencer, il faut qu'on explique déjà l'origine de cette loi, l'article qui institue les rentes viagères, le montant de ces rentes viagères, les personnalités qui sont concernées. Ensuite, nous allons parler du cumul, c'est ce qui nous dérange, le cumul de toutes ces rentes viagères. Maintenant, il y a une autre aberration de la loi, c'est le fait que ces rentes viagères soient réversibles sur la tête des ayants droit de ces personnalités-là. Nous allons voir que 50% de ces rentes viagères sont réversibles aux conjoints suivants qui cumulent cette somme avec ses émoluments dus à son emploi. 50% est réversible aux ayants droit enfants de la personnalité jusqu'à leur majorité. Donc, je commence par l'origine de la loi. C'était vos auditeurs, chers éclaireurs, c'était vos auditeurs qui vont comprendre. Oui. C'est que cette loi-là date de 2005, le 16 juillet 2005. Son décret d'application, qui a été pris par M. Laurent Gbagbo, date du 23 août 2006. Je rappelle à titre utile que, à l'époque de l'adoption de cette loi, c'est le même Mamadou Koulibaly qui était le président de l'Assemblée nationale. Donc c'est pourquoi nous sommes assez surpris qu'il fait de ne pas connaître cette loi-là. Ce que je peux dire déjà,
c'est l'article 14 de cette loi qui prévoit des dispositions instaurant les rentes viagères pour des personnalités, et notamment le président de la République, les anciens présidents de la République. L'article 35 de cette loi élargit les rentes viagères aux personnalités qui ont servi la République, notamment le Premier ministre, le Premier ministre et l'ancien président de l'Assemblée nationale. Les dispositions de cette loi élargissent les rentes viagères aussi au niveau des anciens présidents d'institutions. Élargit également les rentes viagères aux anciens membres du gouvernement et leurs assimilés. Quels sont les assimilés des anciens membres du gouvernement? Nous avons les députés de l'Assemblée nationale, nous avons le secrétaire général de la présidence, le directeur de cabinet de la présidente, et le secrétaire général du gouvernement, le directeur de cabinet du Premier ministre et ce qui s'ensuit. Donc, concernant le montant, chers auditeurs, vous devez comprendre que le montant de la rente viagère est fixé par la loi, notamment par l'article 14 de la loi, qui dispose que le montant de la rente viagère accordée à ces personnalités est basé et fait référence à l'ensemble des émoluments d'un magistrat hors hiérarchique, groupe A, échelon unique. Ce qui veut dire que le début même de cette somme-là commence déjà par la somme de 958 458 francs CFA. Monsieur l'éclaireur, je ne sais pas si vous me suivez déjà. Très bien, on vous suit très bien. C'est le plus important. Voilà. Maintenant, ce que vous devez comprendre est que cette somme-là, qui est le point de départ, le montant prévu pour la rente viagère, est affecté d'un coefficient selon les personnalités auxquelles ces rentes sont accordées. Premièrement, concernant les présidents de la République, cette somme est affectée du coefficient 10. Ça veut dire que multiplié par 10, ce qui nous fait un montant de 9 584 500 francs CFA. Ce n'est pas tout. Concernant le président de la République, vous avez les indemnités de logement, les indemnités de carburant, le téléphone qui vont autour de 7 500 000 francs CFA. Voilà. Donc, en gros, le président de la République touche sa rente viagère avec cette indemnité-là. Donc, il se retrouve avec une somme de 17 485 000 francs CFA par mois. Concernant les anciens présidents de l'Assemblée nationale et les anciens premiers ministres, cher éclaireur, le montant que j'ai indiqué tout à l'heure là, le salaire du magistrat hors hiérarchique, multiplié par 6, oui. C'est-à-dire que les anciens présidents de l'Assemblée nationale et premiers ministres ont un coefficient 6. Ce qui veut dire qu'il faut multiplier 955 000 et quelques multipliés par 6. 958 458 francs CFA fois 6. Multiplié par 6. Voilà. Donc, ça fait environ 7 550 000 francs. Plus 1 million pour le carburant. Donc, ces anciens premiers ministres et anciens présidents de l'Assemblée nationale se retrouvent avec près de 8 millions par mois comme rente viagère. Maintenant, concernant les anciens présidents d'institutions, quand on parle d'anciens présidents d'institutions, c'est le président du conseil de la Cour constitutionnelle, du Conseil constitutionnel, le président du Conseil d'État, le grand médiateur, ça sont les assimilés, le grand médiateur, le président du Conseil économique et social, la grande autorité pour la bonne gouvernance, le médiateur de la République, le grand chargé civil de l'ordre national. Donc pour eux, le salaire du magistrat dont j'évoquais tout à l'heure là, est affecté d'un coefficient 4. Donc ça veut dire que c'est multiplié par 4. Ce qui fait la somme de 3 833 000 francs plus 1 million de carburant par mois. Maintenant, donc le tout cumulé, ça fait 4 833 000 francs CFA pour ces présidents d'institutions-là. J'en viens maintenant aux anciens membres du gouvernement. Les anciens membres du gouvernement, c'est ceux qui ont été nommés ministres dans un gouvernement. Que ce soit les ministres d'État, les ministres délégués, les ministres simples, eux aussi bénéficient de la rente viagère. Et le montant du salaire
du Maïssa Orachik, multiplié par coefficient 1, ça veut dire qu'ils gardent ce salaire-là. Ça veut dire le 958 000 francs, 458 francs CFA, et leur rente viagère. Ce que vous devez comprendre, c'est que ces personnalités-là, les renseignements du gouvernement, dont j'ai évoqué tout à l'heure, leur rente viagère est attribuée à d'autres personnalités qu'on appelle les assimilés. Quels sont ces assimilés? Le député à l'Assemblée nationale, le directeur du cabinet du président de la République, le secrétaire général de la présidente de la République, le secrétaire général du gouvernement, le directeur du cabinet du Premier ministre, le secrétaire général de la primature et les adjoints. Je ne sais pas si vous me suivez. Très bien. Donc tout cela bénéficient des rentes viagères qui sont accordées aux ministres. Mais ce que vous devez comprendre, les ministres, c'est à partir de l'âge de 55 ans qu'ils peuvent bénéficier de cette rente viagère-là s'ils sont plus dans le gouvernement. Voilà. Donc, une fois cette question abordée, j'en viens maintenant au cumul. Parce que la loi dispose, l'article 15 de cette loi-là et son décret d'application dispose que ces personnalités-là peuvent cumuler ces rentes viagères dont on vient d'évoquer avec les rentes viagères des postes qu'ils ont eu à occuper dans le passé. Je prends un exemple. Le cas de Henri Konan Bédié. Tout le monde sait que Henri Konan Bédié, il a été président de l'Assemblée nationale à une époque. Il a été président de la République. Il a même été ministre. Effectivement. Donc, selon la loi, Henri Konan Bédié bénéficie de la rente viagère de l'ancien président dont le montant a été évoqué, de l'ancien président de l'Assemblée nationale dont le montant a été évoqué, de l'ancien ministre de l'économie. Donc, tout ça cumulé avoisine les 25 millions de francs CFA. Ouais, justement, c'est ce que je voulais même dire aux uns aux autres. Quand on calcule, ça fait 25 millions et plus. Oui. Par mois. Maintenant c'est que vous écoutez. Bon, allez-y, je vous écoute. Non, c'est ce que je voulais dire en fait, pour confirmer ce que vous aviez dit. Voilà. Maintenant, il y a une petite part qui est imposable. 6%. 6% seulement. Donc, c'est infime. Voilà. Donc, ce n'est pas tout. Vous allez voir que ces rentes viagères dont on vient d'évoquer, qui bénéficient à ces personnalités-là, sont réversibles à leurs ayants droit. Pour moitié, le conjoint survivant, c'est-à-dire que si la personnalité qui bénéficie des rentes viagères arrive à mourir, la moitié de ces rentes viagères dont je viens de citer là, cumulées ou non cumulées, profite à son épouse ou à son mari. 50%. 50% pour les enfants mineurs, à répartir entre le nombre d'enfants mineurs, jusqu'à leur majorité. Ce qui veut dire que, prenons le cas du conjoint survivant. Le conjoint survivant garde aussi ses émoluments dus à ses activités professionnelles. Je prends un exemple tout simple. Le conjoint survivant d'un bénéficiaire de rente viagère a été par exemple président d'une institution, ministre ou autre, qui bénéficie des rentes viagères aussi par rapport à ses propres professions qu'elle a eu à exercer. En plus de ces rentes viagères-là, bénéficie également des rentes viagères de son conjoint qui est décédé. Vous voyez l'absurdité de cette loi? Vraiment. Et ce n'est pas tout. Concernant les ministres, par exemple, quel que soit le nombre de gouvernements auxquels ce ministre aurait participé, et ces ministres bénéficient des rentes viagères de tous ces gouvernements-là. J'explique simplement. Vous savez que chaque fois, il y a des remaniements ministériels. Vous avez été nommé dans un gouvernement, et le gouvernement a été dissous. Un nouveau gouvernement est formé. C'est-à-dire que le gouvernement Amadou Gon, gouvernement Ahmed Bakayoko, gouvernement Avanti-Gachi, gouvernement Sorogion, si vous avez eu la chance de participer à tous ces gouvernements-là, vous bénéficiez des rentes viagères cumulées de toutes ces participations-là à ces gouvernements. Donc, Monsieur l'éclaireur, vraiment, docteur, vous êtes en train de me dire... Docteur? Oui. Vous êtes en train de me dire que si je prends un monsieur comme un monsieur qui a été ministre pendant 25 ans dans le gouvernement, tout le monde sait de qui je veux parler. Oui. Et donc, vous voulez dire qu'il est d'abord, il a sa rente viagère de ministre qui compte déjà. Ça, c'est un fait. Il aura sa rente viagère de député qu'il reçoit déjà, qui est un autre fait.
Oui, Oui. il aura encore sa rente viagère de chaque gouvernement, c'est-à-dire depuis l'époque de Laurent Gbagbo, à chaque changement de jusqu'à gouvernement, aujourd'hui. puisqu'il y a eu il y a eu le gouvernement Bani, il y a eu le gouvernement Oui. Sédou Eliman Diarra, il y a eu le gouvernement Soro. Oui. Donc, il va prendre, en fonction de chaque changement de gouvernement, il va prendre une rente viagère pour cela. Et après, ce même monsieur est resté dans le... Des montants de 958 000 francs. Ça veut dire que chaque gouvernement, là, tout ça l'a cumulé. Waouh, waouh. S'il a eu la chance, avant d'être membre du gouvernement, d'être nommé à un poste où il a été chef d'institution, président d'une institution, il bénéficie de cette rente viagère là aussi, là-bas. Waouh. Mais en dehors de tout ça, même, ça veut dire que par rapport à sa profession d'origine, s'il était professeur d'université et qu'il a pris sa retraite là-bas, il garde sa pension de retraite. En plus de toutes ces rentes viagères là. Vous voyez comment, à travers nos lois, on essaie de faire saigner la République. Les personnalités politiques arrivent à se sucrer sur le dos du contribuable. La loi, je vous ai dit tout à l'heure, date de 2005, mais force est de constater qu'elle est toujours en vigueur. Ce qui veut dire qu'ils sont tous pour cette loi-là. Sinon, je me dis que le président de la République actuelle, bon, je ne l'accuse pas, le gouvernement actuel, aurait pu modifier cette loi-là, ou même l'abroger. Mais ça n'a pas été fait. Mais il y a une précision à apporter par rapport au débat qui a eu lieu concernant le cas de Mamadou Coulibaly. Cette loi précise quand même que lorsque vous n'êtes plus vous avez cessé d'exercer à la tête de chef d'institution ou de l'organisation que vous dirigez en tant que personnalité et que vous bénéficiez d'une rente viagère. Maintenant, après, si vous occupez un poste, une fonction, et que vous percevez des indemnités payées par l'État, le montant global qu'on vous donne là, on diminue par 2. On divise par 2. C'est-à-dire que vous prenez les 50%. C'est le cas qui s'est posé à Mamadou Coulibaly. Ok. Voilà. Mamadou Coulibaly, ayant été président de l'Assemblée nationale, lorsque ils ont perdu l'Assemblée nationale, il n'était plus député, il a eu droit à l'intégralité de sa rente viagère concernant son passage à la tête de cette institution-là. Maintenant, à partir du moment où il s'est fait élire comme maire à Zaguié, la maire de Zaguié, c'est une institution, c'est un démembrement de l'État où il perçoit des indemnités payées, des indemnités de fonction, des indemnités de représentation payées par l'État ou ces collectivités-là. Donc, à partir de ce moment-là, il ne pouvait plus bénéficier de l'intégralité de sa rente viagère qui lui était payée précédemment. Donc, c'est à bon droit que le Premier ministre lui a adressé cette courrier. Nous sommes surpris même, nous sommes vraiment abasourdis qu'on a laissé tout ce temps-là parce qu'il a été élu, je crois, en 2018. Et c'est maintenant on lui fait ce rappel-là. Dès qu'il a été élu maire et qu'il a commencé à percevoir cette indemnité-là, on aurait dû couper déjà, c'est-à-dire que lui donner la moitié de ses rentes viagères au moment où il était président de l'Assemblée nationale. Donc, quand je vois les gens faire des débats sur ça, c'est un faux débat. J'ai entendu Assali Tchongo parler de Jurep dans Mamadou Coulibaly, c'est faux. Monsieur le Grand, je vous informe que Soro Guillaume, cette loi s'est appliquée déjà à Soro Guillaume. Je vous rappelle qu'il a démissionné de l'Assemblée nationale. Il a retrouvé automatiquement son siège de député de Ferké. Bien qu'il étant en exil, ses indemnités lui ont été payées. Mais les indemnités de l'ancien président de l'Assemblée nationale lui ont été payées à 50%. Parce qu'il exerçait déjà le poste de la fonction de député où il percevait 2 millions et quelques, conformément à la loi. Maintenant qu'il n'est plus député, il perçoit l'intégralité de sa rente viagère d'ancien président de l'Assemblée nationale. En plus même de ça, Soro Guillaume est en droit de percevoir sa rente viagère d'ancien Premier ministre. Il est en droit de percevoir sa rente viagère d'ancien ministre de la Communication, d'ancien ministre de la Défense. Ce n'est pas encore fait parce qu'il faut attendre qu'il ait 55 ans pour percevoir là, au moment où il est passé au gouvernement, il a quitté le gouvernement, jusqu'à ce jour, il n'a pas encore 55 ans. C'est après ces 55 ans qu'il va percevoir toute cette rente viagère là. Quand vous allez faire le calcul, vous allez voir que c'est beaucoup d'argent. Ça, c'est un exemple typique de
de la gabegie au niveau de l'État. De l'État. Monsieur Leclerc, je vous écoute. Si vous avez des éclaircissements, vous voulez que j'apporte des éclaircissements, si vous avez des questions. Bon, j'allais déjà vous poser 3 questions. Et la première, et les auditeurs aussi, si vous avez des questions, vous les posez. Je serai votre relais pour que le docteur puisse nous édifier, parce que le docteur vient nous ouvrir les cerveaux, et c'est ce que nous cherchons. Et ici, je vous l'ai dit, c'est les élèves de la classe, et nous sommes tous des élèves ici, et c'est le docteur aujourd'hui qui est le maître. Et donc, docteur, la première question que je souhaitais vous poser, selon vous, quel est le message qu'on lance aux petits fonctionnaires? Je parle de l'instituteur qui a 300 000, du professeur qui a à peine 500 000 ou bien 400 000. Quel message véritablement, quand on regarde l'ampleur de ces rentes viagères et la gabegie même au sein même du gouvernement, je veux dire de la gestion de l'État, quel message on lance aux petits fonctionnaires de l'État? Forcément, ce n'est pas un bon signal, ce n'est pas un bon message. Parce que pour vous moi... voyez qu'ils en parlent rarement. Hein. Très rarement. Ils en parlent. Oui. Très rarement, c'est parce qu'il y a eu le cas de Manu Koulibaly que les Ivoiriens ont su. Sinon, c'est que, bon, après, on leur donne quelque chose. Mais cette loi-là, peu sont ceux qui connaissaient le contenu. Parce que donc, ce n'est pas un bon signal pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Un pays vraiment extrêmement... où les gens sont dans des difficultés financières. Je vous ai dit que le salaire minimum, c'est 60 000 francs. Le revenu moyen en Côte d'Ivoire, 107 000 francs. Mais vous accordez toutes ces sommes-là à ces personnalités. Bon, les personnalités, d'accord. Mais vous réinvestissez ces sommes-là aux ayants droit de ces personnalités. C'est-à-dire que sa femme, 50% à sa femme, 50% à ses enfants jusqu'à la minorité. C'est pas normal. On n'est pas contre les rentes viagères. Personne ne peut être heureux, satisfait de voir son ancien président en train de mendier ou être dans des difficultés financières. Ça ne nous fera pas honneur. Effectivement. Mais est-ce qu'ils ont besoin de toute cette somme-là pour vivre correctement? Non. D'autant plus que dans d'autres pays, nos pays à côté ici, nos voisins, c'est largement différent. Quand vous prenez un pays comme le Burkina, c'est 4 millions. Et c'est trimestriel, en plus d'un logement, et puis des chauffeurs, des trucs. Au Sénégal, à côté, 5 millions de francs CFA. Vous allez voir que la Côte d'Ivoire bat pratiquement le record. C'est pas ce qui n'est pas normal. Imaginez le nombre de ministres. Chaque fois, il y a des gouvernements pléthoriques. Le nombre de députés. Le nombre d'institutions qui ont été créées, des institutions budgétivores. Tous ceux-là, quand ils vont syndiquer, ils vont prendre leur retraite, ils vont percevoir ces rentes viagères-là. En plus, parce que ce sont toujours les mêmes. Puisqu'il n'y a pas de circulation de l'élite, il n'y a pas de rotation, c'est toujours les mêmes qui sont là. Et ils servent à différents postes, ils vont récupérer tout. Donc c'est aberrant, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. La loi, le motif même de cette loi-là, c'était quoi? D'après ce qu'on a vu, ce qu'ils ont dit, c'était d'amener certaine transparence. C'est-à-dire empêcher que les gens qui sont là, puisqu'ils ont déjà une rente viagère qui leur garantit le lendemain une retraite paisible, de ne pas trop puiser dans la caisse de l'État ou de ne pas puiser dans les caisses de l'État. Mais est-ce que cela arrive à cesser les détournements de fonds? L'actualité nous rappelle, nous rattrape, avec les outils par-ci, par-là. Les gens même qui sont limogés. Ce qui veut dire que ça continue. Effectivement. Et même des sénateurs. Ça n'a pas changé l'objectif pour lequel ces rentes viagères ont été instituées. Donc voilà, monsieur l'éclaireur, c'est pas normal. Donc je pense que le peuple doit être vraiment instruit sur cette question-là. Et je me dis qu'il faut forcer la main aux autorités. On n'a pas dit de supprimer ces rentes viagères, mais vraiment de les réduire et de cesser le cumul de ces rentes viagères-là. Concernant la réversion, la réversibilité aux ayants droit, je trouve que 50% c'est trop. Au moins 30% pour le congé survivant, c'est largement suffisant. Puisque forcément, peut-être qu'elle a une activité à côté. Et puis son mari a travaillé par le passé, ils ont leur pension de retraite et tout. On n'a pas besoin de toutes ces sommes-là pour vivre correctement. Donc voilà, monsieur Leclerc. J'allais vous poser une seconde question. Si vous avez d'autres questions. Oui, une seconde question. On nous dit que la Côte d'Ivoire est un pays pauvre et souvent on en est fier parce qu'on a pu prendre les PTTE, qui sont le programme pour les pays très endettés. Mais je vais dire finalement, est-ce que le fait même de voir cette gestion et le poids économique de ces rentes viagères-là,
Est-ce que c'est pas sur le ça budget qui de est le l'État. fardeau même qui rend nos pays si pauvres? Parce que avec un tel pays qui n'a pas d'industrie, qui n'a pas une économie assez solide, mais on sera permanemment obligé d'hypothéquer l'avenir du pays pour pouvoir faire plaisir à des politiciens. Mais justement, monsieur le gouverneur, et puis, tenez-vous bien, c'est justement à cause de tous ces avantages-là que tout le monde veut se lancer en politique, et qu'il est difficile aujourd'hui de dégommer les hommes politiques, c'est-à-dire qu'ils ne veulent même pas partir. Parce qu'il y a trop d'avantages. Ils ne veulent pas partir, ils ne veulent pas permettre la relève. Ils ne veulent pas susciter même une succession. Ils veulent rester là, entre eux, et bénéficier de toutes ces largesses de l'État à leur profit. Et c'est ce qui aussi envoie des conflits. Sinon, les élections dans des pays vraiment civilisés, dans des pays policés, lorsque vous perdez les élections, vous avez quand même, vous permettez de féliciter le vainqueur, vous alignez sur les résultats. Mais les gens ne veulent pas bouger à cause de ces avantages-là. C'est-à-dire que les délices du pouvoir, c'est ce qu'on appelle les délices du pouvoir. C'est justement ça qui est la cause des conflits électoraux. C'est la cause même de l'agressivité au niveau même des partis politiques. Oui. Parce qu'on sait ce qui se passe là-bas. Parce qu'il y a du gros à gagner là-dedans. Oui, mais un député, il suffit de faire 5 ans comme député à l'Assemblée nationale, vous avez déjà une rente viagère. Et puis la retraite même des parlementaires, c'est une des retraites les plus vraiment avantageuses. Ils ont une caisse de retraite là-bas. Donc vous allez voir qu'un député, le seul fait d'avoir été député, à sa retraite, ou s'il exclut la fonction de député, peut se retrouver facilement avec 3 millions par mois. Sans compter les avantages, les autres avantages. Et ce n'est pas tout même la question de la viagère. En dehors de ça même, vous avez beaucoup d'avantages qui sont vraiment payés aussi sur le budget de l'État. Service de sécurité de 10 agents au président de la République. Un cabinet composé de chefs de cabinet, des chefs de protocole, des chefs de mission, de 2 secrétaires. Mais tout ce monde-là sont payés sur les frais du contribuable, sont payés sur le budget de l'État. Imaginez-vous, mais prime de téléphone, 1 million. Vous êtes sûr qu'ils appellent jusqu'à 1 million de francs CFA? En dehors de ça, ils ont une couverture maladie pour eux, leurs conjoints et leurs enfants. Mais est-ce qu'ils se soignent? C'est-à-dire qu'ils tombent malades, ils se soignent gratuitement, tout est pris par l'État. Mais est-ce que c'est en Côte d'Ivoire? Je vais être un peu bête. Est-ce que cette prise en charge là, c'est dans les hôpitaux de Côte d'Ivoire ou bien en Occident? Parce que ça, il faut dire ça aux gens. Normalement, la loi n'a pas fait de précision. La loi n'a pas fait de précision. Mais donc, ce qui fait que c'est un peu compliqué. Même avec s'il y a une adversité et qu'un ancien président tombe malade, vous allez voir que le président qui est en poste là fait tout pour accompagner. Je vous rappelle que les rentes viagères sont payées sur le budget de la présidence. Voilà, sont payés sur le budget de la présidence. C'est pourquoi souvent, on se plaint, le fonds de souveraineté, c'est trop élevé, mais c'est tout ça là aussi. Ce n'est pas dit que c'est le fonds de souveraineté qui permet de payer les rentes viagères, puisque la présidence a un budget. Mais si on doit prendre tous ces sommes-là pour payer des rentes viagères, vous voyez que ils sont un peu coincés là-bas. C'est pourquoi ils se rabattent sur les fonds de souveraineté. Voilà. Donc, ça n'a pas été précisé si c'est en Côte d'Ivoire, la loi n'a pas été très claire sur ça. Mais docteur, je peux vous assurer que ces personnes, avec tout ce qu'elles gagnent là, vont pas aller. Quand vous regardez l'état de délabrement de nos hôpitaux, avec ce que ces personnes-là gagnent, je peux vous dire aisément que ce n'est pas en Côte d'Ivoire qu'elles vont se soigner. Oui, mais c'est clair. Ouais. C'est clair, nous avons de nombreux exemples. Effectivement. De nombreux exemples. La plupart vont se soigner en Occident ou au Maghreb. Voilà. Donc, tout cet argent qui est distribué de gauche à droite, à travers, aurait quand même permis à l'État d'équiper nos hôpitaux. Effectivement. Et de mettre en place des soins appropriés pour les habitants de ce pays-là. Mais ce n'est pas le cas. Et tenez-vous bien, c'est malgré tout ce qu'ils gagnent là, dès qu'ils ont une difficulté, c'est comme s'ils ne perçoivent rien. C'est comme s'ils ne perçoivent rien. Ils vont se diriger encore vers l'État, ou celui qui est là, qui est obligé de prendre dans le fonds de souveraineté ou sur le budget de l'État pour les évacuer, pour les soigner.
Et donc, c'est ce qui explique pourquoi souvent aussi le fonds de souveraineté de l'État est gonflé auprès du président. Oui, mais c'est ça, c'est ça. Ok. Vous voyez une personnalité comme l'enfant de c'est qui est même. Wassena Kone, qui a été un ancien ministre, qui a été député, qui bénéficie de ces rentes viagères. Dès qu'il est tombé malade, il a fallu que le président de la République décaisse de l'argent pour le soigner. Alors que bon, tout ce qu'il a emmagasiné, il a été ministre pendant longtemps, il a plusieurs fois, plusieurs gouvernements, il a été député pendant longtemps, il a des rentes viagères et tout. Et il a sa pension de retraite de général de gendarmerie. Il aurait pu quand même se soigner comme tout citoyen, comme les autres citoyens. Mais il a fallu que l'État intervienne à travers le président de la République. Et ce n'est pas le seul cas. Ce qui veut dire qu'ils sont insatiables. Effectivement, parce que c'est Ils sont insatiables. C'est un peu comme des monstres, le minotaure que nous avons nourri, et maintenant il veut nous-mêmes notre propre peau. Mais c'est ça, c'est dommage, mon cher éclaireur, c'est dommage. Et il y a un auditeur qui posait... Oui, il y a un auditeur qui posait la question de savoir, selon vous, quelle stratégie pourrions-nous adopter pour nous décharger de ce fardeau? Qu'est-ce qu'il faut proposer concrètement? La stratégie est simple. Bon, allez-y, je vous écoute. Qu'est-ce que vous pourriez proposer pour donner comme solution? Monsieur l'éclaireur, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est pourquoi je vous remercie. C'est pourquoi j'ai été vraiment très ravi de participer à votre émission. Parce que personne n'en parlait. Au fur et à mesure, on va en parler. Moi, je vous dis, en début de semaine prochaine, je vais faire notre article, notre post, notre publication sur le cas des anciens premiers ministres et anciens présidents de l'Assemblée nationale. Je vais faire le cumul des rentes viagères par rapport aux différents postes qu'ils ont eu à servir et qui leur procurent des rentes viagères. Tout ça, j'ai un ami qui m'a conseillé de faire attention, de ne pas citer de noms. Je ne vous dis que je suis une balance. Effectivement. Mais je suis obligé de citer de noms, faire le calcul comme je l'ai fait avec le président de la République et qui aujourd'hui est partagé partout pour montrer aux Ivoiriens ce que nous coûtent ces personnalités-là. Au fur et à mesure, si vous organisez ces gens d'émissions et que les gens interviennent et que ça fait le tollé, vous allez voir que le gouvernement sera obligé de se pencher sur la question. Et si jamais nous avons des gens au sein du Parlement qui sont soucieux du bien-être de la gestion des fonds de l'État, peuvent quand même essayer même d'avancer une proposition de loi visant à modifier ces rentes viagères-là. J'avais voulu compter sur un député comme Assali Tchoboko, mais j'avoue qu'il m'a déçu par rapport au cas de Mordou Koumbali. Parce que lui, par rapport au fond, au COGES là, il avait quand même de bonnes idées. J'ai cru que vraiment il était très soucieux des finances de l'État. Bon, un tel député peut quand même s'organiser avec d'autres pour essayer de faire des propositions de loi. On verra les députés qui vont se poser à ça. Donc, voilà un élément, une solution. Le fait d'en parler déjà est suscité et essaie de provoquer la grogne des populations. Donc, je n'ai pas de la révolte. Si tout le monde en parle et que les journaux en parlent, vous allez voir que ils vont commencer à essayer de mettre de l'ordre dans ces rentes viagères. On n'est pas contre, mais les montants sont exorbitants et le cumul est vraiment... c'est indécent. C'est indécent. C'est totalement indécent. Et c'est carrément du mépris. Donc moi, ce que je propose personnellement, c'est qu'il faut une réforme profonde de cette loi-là et son décret d'application. On peut bien utiliser des rentes viagères, mais je propose que la rente viagère la plus élevée des fonctions qu'ils ont eu à SSI, qu'ils les gardent en plus de leur pension de retraite par rapport aux fonctions, par rapport à leur profession d'origine. C'est largement suffisant pour qu'ils puissent vivre. Voilà. Donc moi, c'est ce que je propose. Maintenant, concernant la réinvestibilité à leurs ayants droit, 50% m'apparaît très exagéré, c'est beaucoup quand même. Donc, à 30%, je pense que c'est raisonnable. On exclut les enfants parce que à partir du moment où le congé suivant à ses rentes viagères, elle peut bien s'occuper de ses enfants mineurs. Voilà. C'est ce que moi je propose. Mais continuez à faire des émissions. Moi, je vais continuer à faire mes publications sur la question. Et on va remuer le baba pour que ça bouge. Effectivement. Vraiment, docteur, ça a été un énorme plaisir. Et ce que vous avez dit, vous nous avez réellement ouvert les yeux. Et tel que vous aviez dit, le simple fait même d'évoquer cette situation et de la mettre à jour pour que les uns et les autres puissent entendre, je crois que c'est déjà un grand mérite. Et après même l'émission, je vais couper cette séquence-là pour pouvoir la balancer et pour que les gens puissent partager au maximum. Pour que les gens comprennent que les politiciens de tous les bords, si vous voyez aujourd'hui qu'on tue les Ivoiriens chaque 5 ans,
c'est parce que ils sont assis sur une mine d'or. Mais ce que j'allais aussi demander, toutes ces sommes qui représentent les rentes viagères, d'où viennent-elles? Parce qu'une bonne partie des fonds qui viennent des impôts du budget de l'État et des citoyens aussi. Du trésor public. En fait, les rentes viagères sont payées par le budget de la présidence. Chaque année, il y a un budget qui est voté pour la présidence de la République. Donc, c'est ce que la loi a prévu. Donc, ce budget de la présidence permet, mais tout qu'on fait, c'est l'argent du contribuable. Et donc, le budget de la présidence n'est nulle part, si ce n'est pas du trésor public. Donc, en des termes simples, ça veut dire que c'est nous, les Ivoiriens, qui payons toutes ces sommes-là sans le savoir. Le fruit de nos impôts, c'est ça. C'est-à-dire qu'on paye les impôts, on paye les tasses. Parce que chaque article qu'on paye, là, nous payons des impôts, des tasses. Les salaires, si on donne nos salaires, ça peut quand même être élevé. Mais on fait des prélèvements obligatoires. Donc c'est tout ça rassemblé qui constitue le budget de l'État. Et puis les ressources appartenant au pays, à tous les enfants du pays. Lorsque on essaie d'exploiter ces ressources-là, c'est tout ça qui contribue à faire le budget de l'État. Donc, en des termes très simples, pour expliquer ça un peu de façon prosaïque, ça veut dire que même quand je vais payer de l'huile ou des choses en boutique ou du savon, les taxes là, et encore quand je paye les impôts pour ma maison, et quand je paye même le transport et tout, et donc c'est toutes ces sommes que les Ivoiriens payent en termes d'impôts qu'on prend pour gracieusement donner à tous les politiciens de la Côte d'Ivoire et qui n'ont même pas besoin de travailler. Et donc ça veut dire que si moi par exemple je suis un militant FPI et que vous êtes un militant RHDP et que quelqu'un d'autre est PDCI, ça veut dire donc que nous-mêmes, les citoyens, quelle que soit notre coloration politique, ça veut dire que les partis politiques ont signé un deal sur notre dos. C'est ce que ça veut dire en quelque sorte. Tout à fait. Parce que je ne connais pas un pays... Je ne vous coupe pas la parole, c'est vraiment... On peut dire que c'est un véritable deal. Parce qu'une loi qui date de 2005, ça veut dire il y a plus de 16 ans. Effectivement. Mais comment se fait-il que cette loi est toujours en vigueur? Alors que les gouvernements sont venus, sont partis. Il y a eu quand même la tenance, mais personne n'a osé se pencher sur ce cas-là. Parce que il n'y a jamais eu de proposition de loi. C'est trop juteux, docteur. On ne peut pas s'amuser à... Voilà. Et cette loi, les députés ont tout fait pour être parmi les bénéficiaires de cette rente viagère-là. Je me souviens que ça, c'était à l'époque de Soro-Guillaume, là. Oui, c'était à l'époque de Soro-Guillaume. Effectivement. C'était à l'époque de Soro-Guillaume. Et le président de l'Assemblée nationale de cette époque-là, je le répète encore, c'est le même Mamadou Koulibaly qui était le président de l'Assemblée nationale. Je vous rappelle l'éclaireur, ce même Mamadou Koulibaly, le 1er février 2015, a fait un article, il demandait la suppression des rentes viagères. Et il a bien expliqué les tenants et les aboutissants. Il a expliqué que comment se fait-il que ces gens, ils n'ont même pas cotisé. Et dès qu'ils finissent, ils récupèrent de ces sommes-là. Parce qu'en ce moment, il le faisait parce qu'en ce moment, sa situation était un peu compliquée. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'un moment, la question de sa rente viagère était bloquée. Donc il disait que si lui n'a plus survécu, malgré que ça a été bloqué, c'est que les autres ministres, les présidents d'institutions peuvent s'en passer des rentes viagères. Effectivement. Il a fait un excellent article par rapport à ça. Mais quand je vois une personnalité comme lui, et on veut nous faire croire qu'il aurait démissionné parce qu'il veut affronter la justice. Non. Il a démissionné justement parce qu'il veut garder l'intégralité de sa rente viagère. Parce que le courrier du Premier ministre est clair. C'est-à-dire qu'à partir du mois d'août, l'affaire du mois d'août, il ne percevra plus l'intégralité des 8 millions. Ils vont lui donner 4 millions. Et les 4 millions seront reversés dans le compte de l'État. Alors qu'à la mairie d'Azakié, il ne perçoit que 320 000 francs comme indemnité. Quand il fait le calcul, il voit que vraiment, il sera amputé d'une somme colossale, selon lui, par rapport. Alors que ça, quand même, il peut vivre avec 4 millions, avec ses indemnités, avec les autres rentes viagères qu'il a. Mais ce monsieur dit, oui, que je vais affronter la justice. Je démissionne. En démissionnant, il n'y a plus de raison qu'on lui reverse plus sa rente viagère, puisqu'il ne touche plus les indemnités là. C'est ça le problème. En fait, il gagne plus. Et je continue sur ce principe, je n'ai rien contre lui. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une année, il s'enorgueillissait qu'il enseignait gratuitement à l'université. Effectivement. Mais quand on fait le rapprochement de son comportement au niveau financier, quand on fait le rapprochement de son comportement au niveau financier, quand on fait le rapprochement, il y a quelqu'un qui m'avait appelé là, donc ça a coupé un peu. En
Allô? Oui, on est là, Allô? on vous entend très bien. Voilà, quand fait le rapprochement, les 100 millions qu'il avait pris, alors que il a estimé qu'il devait être candidat, on lui donne 100 millions. Et 100 000 à tous les candidats. Ça que... Celle-là me fatigue, hein. Chers auditeurs et chers auditrices, nous avons quelques petits soucis. Et... Non, en fait, j'ai reçu un appel indécent, un appel fédéral. Ok. Et donc, de ce point, on va donc pas prendre trop de votre temps. Attends, je prends l'appel et puis je l'appelle. Non, on pouvait même conclure déjà pour vous permettre de bien prendre l'appel. Ouais, il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Ok. Donc, on dit vraiment merci au docteur. Et sachez que c'est le docteur Meïté Youssouf, enseignant à l'université de Korogo et aussi avocat au barreau de Paris, qui nous a fait l'énorme plaisir de venir nous élucider beaucoup de détails concernant cette chose-là même que tous les dirigeants, c'est-à-dire le régime de Bédié, le régime de Gbagbo, le régime de Ouattara, ne veulent pas que nous en entendions parler. Et aujourd'hui, nous en avons parlé. Et dans l'émission d'hier, je vous ai montré combien nous coûte la présidence, combien nous coûte la primature, combien nous coûte l'Assemblée nationale, combien nous coûte le Sénat. Par exemple, je me souviens que le Sénat seul coûte plus de 10 milliards par an. Mais quel est le rôle du Sénat? Très peu d'Ivoiriens voient l'effet du Sénat. Combien nous coûte la grande médiature du pays? Alors que le petit policier ou bien le petit enseignant qui a un salaire qui lui permet de juste joindre les bouts, on n'a pas envie d'aider ces personnes-là. Et le pire dans l'histoire, c'est que toi, le FPI, parce que toi, tu dis que tu supportes Babo, toi qui viens du Nord, tu dis que toi, tu es Adourien, et toi qui es Akan, tu dis que non, toi, tu aimes Bédié. Mais derrière toi, quand ta femme va dans les hôpitaux, qu'il n'y a même pas le minimum pour la soigner, quand ton enfant n'arrive pas à avoir les fournitures pour aller à l'école, alors que tous ces dirigeants que vous voyez là, Alassane a bénéficié d'une bourse pour venir aux États-Unis, Bédié a bénéficié d'une bourse pour venir aux États-Unis, Babo a bénéficié d'une bourse pour aller en France, etc., etc. Mais toi qui les soutiens aujourd'hui là, est-ce que toi, on t'a une fois dit que quelqu'un, l'État de Côte d'Ivoire pouvait offrir des bourses aux gens? Même si toi-même tu n'as pas eu aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas temps qu'on se batte pour que toi et nos enfants puissent avoir ça demain? C'est à croire que ces politiciens-là sont véritablement des gens qui n'ont pas à cœur le bonheur de leur propre peuple. C'est vraiment la conclusion que nous pouvons prendre. Et je vais en revenir encore au docteur. Et nous allons faire la conclusion. Et après, donc, nous allons passer la parole aux uns aux autres. Oui, vraiment, excusez-moi, désolé. Non, il n'y a pas de problème. Il y a quelqu'un qui m'appelait de façon insistante là, donc ça perturbait la vie. Effectivement. Donc, je m'excuse auprès de vos auditeurs. Non, il n'y a pas de problème. Voilà. Comme on était donc, déjà... Je termine sur le cas de Mamadou Koulibaly. Il n'y a pas de problème. Vous avez la parole. Bon, je disais que, je ne sais pas si vous vous rappelez, il avait cette habitude-là de s'énorgueillir. Ah non, j'ai enseigné gratuitement à l'université, machin tout à l'heure. Mais je vous dis que ça peut être de l'enfumage. Parce que Mamadou Koulibaly qui était à la tête du Parlement, moi je répète, je souligne ça pour moi voter cette loi-là, savait bien que, à partir du moment où il est ancien président national et qui va à l'université des billets, il allait percevoir la moitié de sa rente viagère. Donc finalement, il a préféré sacrifier son salaire d'enseignant d'université. Si c'est trop, ça vaut pas 2 millions en tout cas, 1 million et quelques. Parce que s'il acceptait ce salaire-là, il allait perdre la moitié de sa rente viagère. Donc, il fait croire que non, il est bon samaritain, il se soucie des finances du peuple, donc il enseigne gratuitement. Donc, moi, c'est une hypothèse que j'avance et qui est plausible par rapport au comportement de l'individu, de ce monsieur-là.
Donc, c'était cette précision. Il n'y a pas de problème. Toujours est-il qu'on voilà, on arrive à comprendre que les politiciens ivoiriens ont aujourd'hui trouvé en la population et en la Côte d'Ivoire même une mine d'or et ils en font une chasse gardée. C'est au moins la conclusion que nous pouvons retenir. Et je ne sais pas, qu'est-ce que vous... Non, en fait, il n'y a pas de conclusion à donner. Il n'y a pas de conclusion à donner. Vous avez tout résumé. Vous avez tout résumé. Donc, franchement, il n'y a pas de conclusion à donner. Il n'y a pas de problème. Il n'y a, pas de conclusion à donner. Pas de problème. Donc, et donc, comme vous l'avez dit, on va continuer le travail ensemble. Oui, oui. Non, les questions, je crois qu'elles ont... Vous avez tellement bien, en bon enseignant, vous avez fait le cours magistral et vous nous avez permis de faire aussi les travaux dirigés. Et je crois que ça a été bien, oui, ça a été bien élucidé, de sorte que, sincèrement, ça a été un plaisir, docteur. Et nous vous disons extrêmement merci du temps que vous nous aviez accordé. Et encore une fois de plus, je le dis aux uns aux autres, le monsieur qui nous parle n'est pas n'importe qui. C'est monsieur Meïté Youssouf, enseignant à l'université de Korogo, avocat au barreau de Paris. Et donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Et il nous a fait l'immense honneur de venir sur notre plateforme pour d'abord nous honorer, mais encore nous former intellectuellement de ce que nous ne savions pas. Et il s'est bien exprimé. Le message a été clair et les questions qui ont été posées, je pense, ont été à la satisfaction de tout le monde. Docteur, c'est nous que vous disons merci. Merci à vous. Votre émission passe quand? Je vais écouter ça peut-être. L'émission est même en direct en ce moment et je vais vous envoyer le lien. Ah, c'est en direct? Oui, vous étiez en direct comme ça. D'accord, vraiment le lien. Vous étiez en face de... Ah bon, je savais pas. Vous étiez en face de 2000 personnes en ce moment. 2000 personnes, hein? Oui. Ah, oh là là, c'est bien. Bon, monsieur Leclerc. Oui. Le plaisir est partagé. Merci. Je suis ravi de passer sur votre émission. Il n'y a pas de problème. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions de droit, en tout cas, vraiment, je n'ai pas dit que j'ai la science étude, mais tout ce qui concerne le droit, que ce soit le droit public, le droit privé, tout ce qui concerne le droit, vous me faites signe. Il n'y a pas de problème. Voilà, si vous avez besoin de mon éclairage, donc ça sera avec plaisir. Donc, s'il y a des vraiment, bonne suite d'émission à vous. Donc, vous me dites que s'il y a des sénophos, je peux leur encourager d'aller voler et venir à vous pour trouver des solutions. Oui. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. D'accord, vraiment, donc merci et bonne soirée. À vous, pareillement. Je vais vous envoyer le lien directement après que nous soyons coupés. Voilà. Ok. Là, comme ça, je vais suivre. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Okay. Et donc, alors, mesdames et messieurs, je vous dis merci. Et tous ceux qui avaient émis le souhait de vouloir s'exprimer ce soir, je crois que vous en avez eu l'occasion. Et l'émission a été très riche en rebondissements. Et surtout, l'émission a tourné beaucoup autour de la corruption. Parce que moi, j'appelle carrément la rente viagère, c'est une forme de corruption de l'État même. C'est carrément de la comédie politique qu'on nous sert en oubliant que nous avons véritablement une nation à bâtir dans le futur. Et on a vu aussi des députés qui ont vendu des bons à des individus qui ont fait du faux. Et dans cette même Côte d'Ivoire-là, on voit encore certains en train même de vouloir salir l'image même du ministre de la bonne gouvernance et celui-là même qui doit lutter contre la corruption. Je crois que le mal est très profond. Et il est temps que le président de la République prenne des gens suffisamment consciencieux de la réalité et qu'il mette des mesures draconiennes en place pour commencer à inquiéter les Ivoiriens. Certes, la tâche ne sera pas facile. Certes, la tâche sera ardue. Mais ne rien faire sera encore pire que le crime auquel nous assistons parce que les choses ne feront que s'aggraver. À toi qui es politicien, je ne crois pas que tu dois être fier de toi-même quand tu sais que le fonctionnaire qui doit aller travailler chaque jour, qui doit se décarcasser, qui n'arrive même pas à soigner sa famille, mais toi, pour avoir servi pendant 5 ans, sans aucun autre mérite, tu gagnes au minimum 10 fois à 30 fois le salaire de celui qui travaille. C'est totalement normal que le fonctionnaire laisse son boulot pour s'intéresser à la politique, pour chercher un petit poste. Et donc, c'est en cela que j'appelais tout ça même de la corruption. Parce que la politique est aujourd'hui plus attrayante que toute autre chose.
Mais le drame dans l'histoire, c'est quand les populations pour lesquelles nous essayons de faire ce combat, elles-mêmes sont les plus réfractaires, elles-mêmes sont ces populations qui ne comprennent rien, mais qui s'obstinent à ne rien comprendre. Pour ma part, j'ai déjà fait l'effort qu'il fallait. On a pu trouver des gens pour venir nous éclairer. Après, je couperai la séquence du docteur et que je vais intituler les rentes viagères en Côte d'Ivoire. Et ça sera le travail que j'aurais pu faire. Maintenant, si les gens partagent, ça sera mieux. Si les gens ne partagent pas, l'histoire de l'humanité aura retenu que, chers Ivoiriens, on vient de vous dire des choses qu'on n'allait jamais vous dire. C'est ici, à travers cette histoire de rente viagère, quand on a parlé, je peux même dire même que peut-être c'est ce qui a incité le Premier ministre à regarder dans ces histoires-là. Parce que nul n'a le monopole de la science infuse. Mais aujourd'hui, la question qui se pose, elle est tellement évidente que si toi, moi et nous tous, quel que soit notre parti politique ou bien notre religion ou bien notre région, si nous ne faisons rien, je vous jure, il y a un frère qui a posé la question, mais pourquoi le FMI et la Banque mondiale ne s'en plaignent pas? Et j'ai eu comme ça à répondre à ce frère-là. Est-ce que tu as une fois vu un banquier être heureux que son client devienne riche? Le plus grand souhait du banquier, c'est que tu viennes toujours prendre de l'argent avec lui parce qu'il y a l'intérêt. En réalité, quand le banquier te donne son argent, son souhait n'est pas que tu réussisses. Et donc, quand le FMI donne des prêts à nos pays, si vous avez eu le malheur une fois d'avoir un document et de lire les manières, le contexte et les engagements qui sont dedans, je crois que vous-même, vous allez dire il est mieux de mourir de faim que d'accepter de telles conditions. Mais nos dirigeants, en Afrique, c'est pratiquement les mêmes choses, vont aller encore surendetter des dizaines de générations d'Africains, souvent même hypothéquer l'avenir de nos pays. À tel point même que je me demande souvent, comme ils savent qu'ils ont hypothéqué nos pays, est-ce qu'ils ne se sont pas entendus avec ces corporations financières-là pour dire non, si nous on laisse comme ça et puis vous venez prendre les terres, les gens vont se plaindre, fabriquer des gens qu'on va appeler djihadistes et puis ils vont rentrer, ils vont vous attaquer et puis on va dire non, on n'a pas pu contre eux. Aujourd'hui, moi je suis à me poser toutes ces questions-là. Sinon, un bon gourou, un bon wobé, un bon malinké, un bon sénoufo, un bon lobby. Toi, ton islam et ton christianisme vont arriver jusqu'à quel point et puis tu vas aller tuer quelqu'un à cause de ça. Et avant ça, on avait ces religions-là chez nous ici. On a toujours pratiqué toutes ces religions-là. Mais chers parents, regardons comment le monde fonctionne. Demandons-nous et posons-nous certaines questions. Est-ce qu'au travers de ce qui a été dit aujourd'hui, est-ce que les politiciens de tous les bords n'ont pas signé un pacte pour nous engouffrer dans le malheur éternel avec les rentes viagères? Je crois que tout politicien qui entendra ceci ne doit pas être fier de lui-même. Et je crois que toi-même, qui es le petit frère du quartier, toi qui es l'oncle, le neveu, ou le papa, ou la maman, ou la jeune fille du quartier, c'est de ton avenir qu'on est en train de parler comme ça. Parce que l'argent que ces politiciens-là gagnent, ils peuvent gagner peut-être 100 fois par mois, c'est que toi, toute une vie, tu ne gagneras pas. Eux, ils gagnent ça chaque mois, mais l'argent vient d'où? Ça vient des impôts. Si tu penses que tu ne payes pas impôt, tu te trompes. Quand tu t'en vas payer huile à la boutique, là, il y a un impôt, tu payes impôt avant, puisqu'on appelle ça la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Quand tu vas rentrer dans le véhicule pour voyager, là, sur le billet que tu vas payer, là, il y a un impôt dedans. Quand tu vas vendre ton cacao, là, quand toi tu as fini de vendre, on t'a donné ton argent, là, toi tu penses que c'est ton argent, on t'a remis, mais il y a la part de l'État qui va couper dedans. L'État fait tout ça en amont. Et ce que je vous disais hier, beaucoup de personnes n'ont pas prêté attention. Tous ces budgets faramineux sont votés
Par exemple, le budget de l'année prochaine, de 2022, c'est à partir de décembre là qu'ils vont voter ça. Et pour sécuriser et leur vente. Mais on ne parle jamais de toi, le petit Zoku. On ne parle jamais de toi, le petit Brahma. On ne parle jamais de toi, le petit Kwame. On ne parle jamais de toi, le petit Palachien. On ne parle jamais de toi, le petit Gouro Abe Avikan. Parce que on suppose que si vous, on vous rend intelligent, c'est pas bon. Et c'est comme ça. Leur papa, leur père ont rendu nos pères. Et ils veulent nous maintenir dans ça. Et ce qu'il faut que vous compreniez là, ce n'est plus une question de parti politique. C'est une question de est-ce que toi tu vas survivre? Est-ce que moi je vais survivre? Dans ce contexte-là, on ne peut pas survivre. Mais les politiciens, eux, continueront à survivre. Parce que c'est la loi de la nature. Même s'il est vrai qu'on ne doit pas poser la question à une panthère d'avoir dévoré une antilope, mais je crois qu'une panthère qui se respecte ne va pas détruire inutilement la vie de l'antilope sans la dévorer. Ce que les politiciens ivoiriens montrent à travers les rentes viagères est indécent, c'est honteux, c'est malsain et c'est une insulte totale pour les Ivoiriens même. Avec un salaire de 20 millions à ne rien faire, comment voulez-vous que le politicien sache que le prix des objets a augmenté? Avec un salaire de 3 millions à ne rien faire, comment vous voulez que ces gens-là sachent que la vie a augmenté pour toi, le petit commerçant du quartier, pour toi, le petit planteur, pour toi qui es en train de craindre comment tu vas scolariser tes enfants dans ce mois de septembre-là? C'est de ça qu'on est en train de vous parler actuellement. Et donc, vous pouvez aimer l'éclaireur, comme vous pouvez ne pas l'aimer, mais au moins, je vous ai éclairé. Et des personnes sont venues vous éclairer. Et depuis que tu es là dans ta vie, tu as une fois entendu parler de ça. Tu as une fois entendu les Ivoiriens en train de parler de telles choses. Tu as une fois entendu les politiciens dans leurs différents trucs. On dit Alassane Mossi, Babo, il s'appelle Abou Sissé, il est Maraka. On dit Bédi est Togolais ou même Béninois. On dit Mamadou Koulibaly, que lui, les Maliens, frère. Donc tout ça là, c'était pour s'amuser avec notre conscience. Donc tout ça là, c'était pour s'amuser avec notre conscience. Et dans tout ça, Ouattara est venu. Ils sont bien conscients des lois. Je pose la question au président de la République, son Excellence, le professeur Dr Alassane Ouattara. Est-ce que, monsieur le président, vous êtes fier de la loi des rentes que vous voyez là? C'est simplement une question que votre fils vous pose, monsieur le président. Est-ce que, en tant que président, est-ce que vous êtes fier d'une telle loi dans un pays qui a engagé les fonds du PPTE? Oui, la vidéo sera éternellement attaquée. Et donc, on ne peut pas dire autrement. Sinon, ce que nous disons là, on n'a pas insulté quelqu'un. On n'a pas parlé de quelque chose de mauvais. Ce que nous sommes en train de dire, on a expliqué une loi qui existe dans le livre des lois de la Côte d'Ivoire. Et donc, ceux qui veulent attaquer, vous pouvez couper l'émission, ça ne nous gêne pas. Chacun a son travail dans la vie. Et vous pouvez couper. Mais toujours est-il que vous ne pourrez pas nous faire taire. C'est ça aussi qui est le plus important. Et nous allons, et plus même vous allez faire ça, je vais devenir virulent. Vous avez vu? Quand vous avez attaqué là, chaque jour je deviens virulent, je vais faire sortir des dossiers explosifs. Chaque jour, c'est que vous ne voulez pas qu'on critique les mauvaises choses de la nation là. Chaque jour maintenant, je vais faire sortir des dossiers explosifs. Et si ça continue comme ça, je vais commencer à attaquer un à un. Je vais commencer à faire sortir les dossiers des gens, des ministres, des trucs un à un. Et puis je vais exposer un à un. Là, comme ça, vous allez comprendre qu'on ne s'attaque pas à n'importe qui. Quelqu'un qui dit qu'il est resté ici, il a l'écoute de quelqu'un qui est en train de jouer, qui est en train de malhoniser le ministre de la bonne gouvernance. Mais vous ne vous posez pas la question comment la personne a su et comment la personne a fait pour avoir l'écoute, comment la personne a fait. Vous vous amusez avec moi.
Mais si vous pensez que moi, je suis un cyberactiviste, vous vous trompez. Moi, je suis plus important que vous. Je suis plus intelligent que vous. Vous qui cherchez à couper nos émissions, bien sûr. Et ce qui est intéressant encore, c'est que mon message, il vous gêne. À tel point que vous devenez fébrile. Et vous perdez vos repères. Et regardez, par exemple, je n'ai jamais pris le temps de regarder une seule de vos émissions. Tellement vous êtes lamentable. Tellement vous donnez envie de vomir. Mais vous êtes obligé d'assister à mes émissions et de les aimer. Parce que le fait d'être là, ça veut dire que vous êtes en train d'apprendre avec moi. C'est aussi ça qui est important. Et donc, tant que vous pouvez faire ce que vous avez à faire, tant que vous allez continuer à m'attaquer, je vais faire maintenant. Vous ne vous attendiez pas à tout ça. Mais maintenant même, je vais faire des dossiers individuels sur des personnes. Dans l'opposition comme dans le gouvernement. Et puis, je vais les étaler. Je vous ai dit ici que pendant le mois de mars, j'avais reçu l'information de M. 13 milliards. M. 13 milliards. On dit il y a un qui avait détenu 13 milliards là. Depuis mars, moi j'avais le dossier. Et donc là, j'ai laissé. Je vous ai dit en mai qu'on allait faire arrêter quelqu'un qui a été arrêté hier. Je vous ai parlé aujourd'hui d'un autre dossier. Si vous vous amusez avec moi, continuez. Mais maintenant là, je vais enlever le voile et puis je vais mettre les noms. Dossier temps, je mets ton nom, que tu sois du parti au pouvoir de l'opposition, je mets ton nom et puis je donne. Et puis on va voir ce que vous pouvez faire. Et donc, chers parents, ce qui est intéressant et qu'on doit continuer, c'est ça le plus important, c'est que malheureusement, les politiciens en Afrique, et particulièrement pour le cas de la Côte d'Ivoire que nous connaissons, ça fait froid dans le dos. Et nos omissions auront eu un mérite, c'est celui d'ouvrir les mentalités. C'est ce que nous pouvons faire. Et ne serait-ce qu'à regarder le fonctionnement même, ou bien la gestion financière même de l'État, la majorité même des fonds qui devraient servir au bien-être des individus et de la collectivité, la majorité de cette somme-là est plutôt reversée aux politiciens et c'est ce qui leur permet d'être arrogants, c'est ce qui permet à ces politiciens, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition, de toujours vous regarder avec mépris et de penser que la vie sera éternelle pour eux. Maintenant, la question fondamentale qui s'impose est la suivante. Est-ce que toi qui m'écoutes actuellement au quartier là-bas, est-ce que toi tu penses que tu veux vivre comme ça pour que tes enfants vivent encore plus misérablement que toi? Voilà la question simple qui se pose. Et selon ta réponse, si ta réponse est oui, là tu es sauvé. Là tu vas mourir misérable et tes enfants diront notre père aura été un lâche. Mais si tu penses que la réponse est non, je vais lancer la vidéo sur les rentes viagères que le docteur, et nous pouvons dire que nous sommes peut-être les premiers parmi les Ivoiriens dans le monde, en tout cas sur les réseaux sociaux, à avoir invité un docteur qui est venu nous faire une émission. C'était aussi ça l'objet de fierté pour nous, parce que ce n'est pas tous les jours que nous pouvons avoir des grosses têtes, et le docteur n'a pas manqué de nous montrer qu'il a été docteur, qu'il a une bonne science. Et donc, vous voyez, c'est ce qui fait encore la beauté de nos émissions. Il n'y a pas de petites âmes ici. Quand vous entendez la voix de Madame Blanc, vous entendez son français. Quand vous écoutez Peleforo, quand vous écoutez beaucoup d'autres personnes, vous savez que ces personnes ne sont pas n'importe qui. Et c'est pourquoi je dis, vous pouvez tout faire. Ne vous attaquez pas à mes auditeurs. Parce que moi, je les connais. Moi, je connais chacun de mes auditeurs. Moi, je connais chacun de mes auditeurs. Et c'est pourquoi même je n'ai pas envie du grand nombre. Parce que quand tu as des ministres avec toi, quand tu as des directeurs de société avec toi, quand tu as des professeurs d'université avec toi, quand tu as des docteurs avec toi, quand tu as des chirurgiens avec toi, quand tu as des esthéticiens avec toi, quand tu as des savants, des professeurs d'université, tu vas aller chercher quoi dans la boue? Tu vas aller, et le docteur m'a dit, il dit, si vous avez besoin de moi dans les questions de droit juridique, dans des droits privés ou publics, faites-moi.
contacts. Et donc, notre émission, on ne va pas baisser en niveau. Parce que quand on vient, si tu viens à l'émission de l'éclaireur, il faut que toi-même en partant, tu te dises, ouais, je n'ai pas perdu mon temps. C'est pourquoi nous laissons le temps aux gens de développer leur thèse. Et si tu veux venir parler à l'émission de l'éclaireur, si tu n'as pas d'argument, frère, que tu sois de l'opposition mais du RHDP, garde ça pour toi. Parce que si tu viens pour venir faire dans le dilatoire, je vais te découvrir, te dénicher, et puis te terrasser, et puis te jeter aux poubelles. Et donc, si tu ne veux pas la honte de ta vie, si tu n'es pas prêt, si tu viens dans l'optique d'apprendre et que tu es humble et que tu dis « je ne savais pas, je veux savoir », là, tu pourras apprendre. Mais tu ne connais pas et tu veux venir jouer les arrogants, ça ne passera pas ici. Et ça, c'est le mal en Côte d'Ivoire. Ceux qui ne connaissent rien, ceux qui ne savent même pas comment la vie fonctionne, encore moins la géopolitique ou le fonctionnement global même de ce monde-là, c'est eux qui veulent venir réécrire l'histoire de l'humanité et de la petite Côte d'Ivoire en face de nous. Ça ne marchera pas tant qu'il y aura des gens comme l'éclaireur. Et moi, je ne suis pas dans les sentiments. Je ne suis pas dans les sentiments avec qui que ce soit. Ça, il faut que ce soit bien compris. Et donc, ceux qui veulent couper nos émissions, moi, j'ai déjà fini de dire ce que j'avais à dire. Donc, vous pouvez continuer ce jeu-là. Et malheureusement, nous avons une nouvelle qui n'est pas bonne. Le roi du printemps vient d'être victime d'une attaque à main armée. Et malheureusement, il a perdu tous ses téléphones et tout ce qu'il avait sur lui. Mais Dieu merci, il s'en sort indemne et sans grabuge. Et donc, on va toujours continuer les prières. Peut-être que, si vous le permettez, c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour nous. On allait faire une petite levée de fonds, peut-être aujourd'hui et demain, pour voir si rapidement il peut se payer 1 ou 2 téléphones pour le maintenir dans la course. Parce que sachez que en réalité aussi aujourd'hui, c'est le roi du printemps avec beaucoup d'autres personnes qui font aussi l'éclaireur à partir d'Abidjan. C'est une manière de vous dire que nous venons de perdre peut-être même nos yeux comme ça ou même nos oreilles. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc toutes les bonnes volontés qui souhaiteraient nous aider, on veut seulement 2 téléphones pour le roi du printemps. Et donc si vous savez que vous pouvez l'aider, vous pouvez contacter directement l'éclaireur. Je vais vous donner peut-être le contact. Ou bien je vais prendre le contact de Sundiata. S'il le permet, je vais discuter avec lui. Et je vais balancer ça directement sur la page. On veut seulement 2 téléphones. Si toi-même tu sais que tu as un téléphone que tu peux donner, on va donner au roi. Si c'est ta contribution, c'est déjà une bonne chose. Mais Dieu merci, il s'en sort indemne. Il n'a pas eu quelque chose de grave. Et c'est ça qui est le plus important pour nous. Mais ça nous rappelle toujours sur la question de la sécurité. Une autre chose sur laquelle je voulais insister, c'est notre parrain, Marius Koudou, qui fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Et nous prions Dieu pour que Dieu nous accorde tous la bonne santé. Le parrain ne se sentait pas bien, mais il faut dire qu'aujourd'hui, il y a nettement des améliorations. Et il s'en remet tout doucement. Et je ne pouvais pas faire l'émission sans parler de lui. Marius Koudou, frère, je ne suis pas gay, hein, mais je suis fan de toi. Il faut que ce soit bien compris. Voilà, parce que quand on parle aujourd'hui, il faut être beaucoup prudent. Quand un garçon fait tout, même l'émission que vous voyez aujourd'hui là, c'est Marius Koudou. Avec aussi un de nos frères qui est en Italie. Il n'aime pas qu'on dise son nom beaucoup. Et puis, le chef de classe, c'est eux qui sont les initiateurs de cette émission-là. C'est eux qui ont dit éclaireur, fais. Et donc, ces personnes-là, on ne peut pas s'amuser avec. Parce que vous avez sauvé beaucoup de vies, Marius Koudou, chef de classe, et le frère de l'Italie qui n'aime pas qu'on dise son nom. Et ça, que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas, moi, je vais vous dire ce que je pense. Nous, on vous estime beaucoup.
Marius Koudou, je suis en train de te dire que je suis franc de toi-même. Donc là, il faut te lever, il faut guérir. Et ça, c'est pour dire, c'est une manière de prier. Et je suis sûr que tout ira au mieux. Et sache qu'on t'aime bien. Et c'est des milliers de personnes à travers le monde. Pour tout le bien que tu fais et que tu continues à faire, il faut qu'on le dise. C'est vraiment important. Et comme je le dis, sur notre plateforme, moi, je connais tous mes auditeurs. Je salue Sabouni Wassa. Et vous ne comprendrez pas de quoi il s'agit. Mais je dis que les choses changeront. Et ne perdons jamais l'espoir en Dieu. Parce que Dieu se montre toujours à la limite d'où nous avons perdu l'espoir. Et il faut que chacun de nous garde l'espoir. Parce que c'est ce qui va montrer à Dieu qu'il ne s'est pas trompé. En nous faisant confiance. Et donc ne perdons jamais la confiance que Dieu place en nous. Je vois encore KTS. Et je suis tellement fier de vous, les auditeurs, et même que moi, à travers ma petite personne, je vois des grands directeurs de sociétés mondiaux qui viennent défiler en face. Je dis que je suis l'homme le plus heureux. Je n'ai pas besoin d'argent, je n'ai pas besoin de nomination politique, je n'ai pas besoin de publicité. Mais j'ai eu des hommes vrais. Et ça, c'est suffisant pour moi. Et moi, je vous dis, je vous aime. Vous, mes auditeurs, parce que vous êtes vrais. Regardez les conditions difficiles dans lesquelles nous faisons nos émissions. Mais vous ne vous plaignez jamais. Vous ne vous plaignez jamais. Même si l'éclaireur doit prendre même peut-être tout le temps qu'il doit prendre, vous êtes patient, vous m'accordez votre respect. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter. Je suis en train de parler de vous, les élèves de la classe. Parce qu'il y a des jours où il faut dire certaines choses. L'émission est finie. Mais je suis en train de vous dire le bien qui est en vous. Sachez que vous êtes de bonnes personnes. Et il y a Maurice Kanaté qui dit, Monsieur l'éclaireur, il faut que je lise ça. Monsieur l'éclaireur, Marius Koudou est net d'une belle âme qui m'appelle rien que pour prendre mes nouvelles, prompt rétablissement à toi, champion toute catégorie. Quand on parle des gens, les gens ne savent pas de quoi on parle. Ce monsieur dans l'administration ivoirienne, c'est un champion poids lourd. Là où on doit faire des va-et-vient, il prend sur lui la responsabilité de laver le nom de Ouattara dans l'administration ivoirienne. Et vous voulez qu'on cache des gens comme ça. En tout cas, Marius Koudou, moi je t'ai connu, je vais parler de toi. Parce qu'on ne t'a pas forcé pour faire du bien. Si tu avais fait du mal là, j'allais aussi te taper correctement. Tu me connais, tu sais que je ne suis pas dans les sentiments. Ben, ce monsieur-là, on ne peut pas tout dire. Chef de classe, on laisse. Parce que lui-même, en fait, il a volé mon dégât aussi. Donc, ça... chef de classe a volé mon dégât quand on allait au restaurant. Donc, lui, il me doit ça de toutes les façons. Mes chers auditeurs, vraiment, je suis tellement heureux de vous avoir. Je parle de vous, les auditeurs et les auditrices. Surtout nos mamans. Surtout nos mères. Qu'est-ce que vous n'avez pas démontré ici à l'émission de l'éclaireur pro-vérité? Et vous êtes les meilleurs. Et même quand je suis allé à Abidjan, il a fallu que je me cache. Parce que si je devais me montrer, l'amour que vous avez manifesté aurait été tel. Mais ce respect que vous m'accordez, souvent j'en ai peur. Mais je prie Dieu pour qu'il sache rétribuer chacun à sa juste valeur. Et donc, ce que nous allons faire pour le roi, tous ceux qui seront désireux de faire parvenir quelque chose au roi, comme je l'ai dit, je vais discuter avec Sundiata et nous allons mettre quelque chose en place rapidement pour régler ce problème-là rapidement, pour qu'il nous revienne. Et surtout, que chacun de vous et de nous pense à sa sécurité. C'est vraiment, il y a KTS qui dit nos mamans en diamant.
Effectivement. Effectivement. Ce sont nos moments, nos Mao en diamant. Et vraiment, nous sommes très fiers et très heureux de vous avoir. Et je vous dis infiniment merci pour tout ce que vous faites et que vous ne cessez jamais de faire. On a déjà parcouru beaucoup de chemins ensemble. On a changé beaucoup de choses sur la toile. Même si notre voyage devrait s'arrêter aujourd'hui, tout le monde se souviendrait de nous. Et c'est ça l'importance de la vie. On ne vit pas pour vivre 100 ans, pour qu'on vous oublie le lendemain. Ou qu'on dise, mais il était temps qu'il parte, hein, ce goujat, parce qu'on n'en voulait plus. Mais vous pouvez avoir vécu 5 jours, moins d'une semaine, mais tout le monde se souviendra que cet enfant qui a passé là, ce groupe d'hommes qui a passé là, ils ont laissé des traces. Nos émissions seront des émissions qui seront écoutées et qui vont servir d'archives historiques. Je vous ai déjà dit cela, et donc ne soyez pas surpris. C'est grâce à vous. Je parle des vrais élèves de la classe. Je ne parle pas de ceux qui nous accompagnent. C'est les vrais élèves de la classe, on se connaît. Et donc, après tout ça, on va lancer une véritable dynamique où on va faire vraiment la liste véritable de tous les vrais élèves de la classe. Et on va former même une petite dynamique des véritables élèves de la classe pour garder le noyau mondial que nous avons fait et pour impulser la nouvelle dynamique dont je vous parlais hier. Les autres ne sont pas plus ivoiriens que nous. Et les compétences intellectuelles qui sont là en ce moment ne peuvent pas se targuer de quoi que ce soit que nous n'ayons pas. Mais tout est cyclique dans la vie. Et c'est quand un régime arrive à ses fins, à ses limites, ce sont les erreurs même de ce régime qui le tuent. Si nos dirigeants nous écoutent, ils comprendront. Je dis que si vous voulez vérifier la fin d'un régime, regardez, ce sont les turpitudes du régime lui-même qui le tuent. Les erreurs du régime qui le tuent. Et donc ceux qui savent vite voir les situations, nous on ne va jamais accepter d'être victime de qui que ce soit. À la fin de la vie, on vous a beaucoup conseillé. On vous a beaucoup dit beaucoup de choses par anticipation. Et ça n'a jamais été guidé par la nécessité ou bien quoi que ce soit. Mais je crois que le devoir moral nous appelle, même s'il faut qu'un jour nos chemins se séparent idéologiquement. Je crois que tous ceux qui sont épris de la bonne gestion, de la vérité et d'une nation plus juste et plus égalitaire, non, on ne pourra jamais créer un groupe WhatsApp parce que l'éclaireur ne donne pas son numéro. C'est ça le problème. L'éclaireur ne donne pas son numéro. Ok. Et donc, il y a notre soeur Barakade Tim qui vient de m'envoyer un message. Et chère soeur, toi aussi, je te cherche. Parce que le langage que tu as dans ta bouche là, si tu continues avec ça, tu vas changer le monde aussi. Et actuellement, il faut qu'on puisse se repérer. Nous tous, des gens de conviction et des gens de qualité morale sans faille. Il faut qu'on puisse créer une dynamique pour dire que cette Côte d'Ivoire-là peut vivre dans toute sa diversité, peut vivre avec un minimum de vérité et un minimum de bonne gestion qui peut permettre à tout le peuple de s'en sortir. Et donc, lorsque vous aurez fait votre abonnement, je pense qu'on pourra se parler et ça sera mon plus grand plaisir. Et donc, chers auditeurs et chères auditrices, nous en avons fini. Et donc, de ce pas, on va arrêter l'émission ici et je vais tout faire pour entrer en contact avec le concurrent et on va tracer une ligne de conduite. On va faire rapidement une levée de fonds pour le roi qui va peut-être partir sur entre le... What's today's date? Okay. Today's Friday, right? Okay. Bon, on ne peut plus compter aujourd'hui. Bon, on peut dire à partir d'aujourd'hui jusqu'au dimanche. Bon, le dimanche aussi. Bon, jusqu'au lundi, on va dire. Alors, on va me prendre 24 heures pour pouvoir essayer de réconforter un peu le roi vis-à-vis de tout ce qu'il fait pour nous. Sachez que grâce au roi du printemps et à Sundiata, en mai, on a fait déjouer
un coup d'État en Côte d'Ivoire qui devrait être planifié à partir d'Abobo. Et je crois que quand la personne a un petit malheur, il venait de perdre son propre père, on avait fini ça. Et tout ce que vous avez fait ici, on a vu. Et je trouve qu'on a un devoir quand même de lui remonter un peu le moral. Et j'espère bien compter sur la bonne volonté des uns et des autres. On va pouvoir l'aider pour lui dire qu'ici, nous voulons vivre comme une famille et toute une génération d'êtres humains qui parlent d'abord avec le cœur, mais dans la vérité absolue. Et je vous dis merci, restons résilients, continuons à rester nous-mêmes, parce que nous n'avons jamais cherché à ressembler à qui que ce soit, et nous n'allons jamais chercher à ressembler à qui que ce soit, pour la simple et bonne raison que nous sommes trop en avance sur vous. Et si vous êtes prêts à vouloir nous ressembler, venez être nos élèves. C'est ça, c'est par là que ça doit commencer. Politiquement, intellectuellement, socialement, moralement, idéologiquement, à tous les niveaux. C'est de ça qu'il s'agit. Et d'aucuns vont prendre ça peut-être comme de la vantardise ou bien même de la gloriole. Dans tous les cas, dans la vie, quoi que tu fasses, quand tu veux être trop humble, les idiots finissent par croire que vous êtes même chose. Et donc, on ne va pas vous donner ce luxe-là. Madame Blain, à l'école, pourquoi voulez-vous qu'elle se comporte comme une gourgandine? Et effectivement, je ne sais pas si Sundiata, je peux la voir. Sundiata, je vais vous prendre peut-être en off. On va discuter. Et on va établir un système rapidement. Et donc, comme je le disais, mesdames et messieurs, je vous dis infiniment merci. Je vous souhaite une excellente soirée. Et donc, d'ici peut-être 1 heure du temps, je vais mettre un message. Comment acheminer les fonds à le roi pour tous ceux qui veulent nous aider. Ce n'est pas une obligation. Si vous sentez que vous pouvez faire un geste par rapport à tout le bien que le roi nous a fait ici chaque soir depuis pratiquement tout le temps qui est ici, je crois que la gratitude n'est pas une mauvaise chose et ça ne fera que renforcer la confiance et la fraternité qui règne entre nous ici. Je vous dis merci. Je vous souhaite une excellente soirée dans la paix et dans la miséricorde de Dieu. Merci beaucoup.